Bonjour à tous, bienvenue à Personal Démocratie. Donc, je pense que pour bon nombre d'entre vous, vous êtes déjà venus, vous avez déjà participé à la conférence, que ce soit au 104, au CNAM l'an dernier, ici. Personal Démocratie en France, c'est une petite conférence donc, qui se tient tous les ans sur les technologies politiques et technologies civiques, dans la continuité d'une conférence beaucoup plus importante qui se passe à New York tous les ans, qui s'appelle Personal Democracy Forum. On est ravis de vous accueillir pour cette matinée et je vais donner la parole à Clémence qui va nous présenter la première track et la façon dont nous introduisons cette journée. Merci beaucoup Mathieu, merci à la Net Squad qui a organisé toute cette matinée. Merci à Futur en Scène de nous accueillir dans l'auditorium de la Gaîté Lyrique. C'est une matinée qui est consacrée aux transformations numériques. PDF renoue un petit peu avec ses premiers amours de campagne, puisqu'on va parler de la campagne anglaise. Et pour introduire donc, cette matinée transformation numérique qui commence avec les transformations numériques anglaise, puis les transformations numériques qui, on l'espère, vont advenir dans le champ de l'activisme climatique cette année à l'occasion de la COP21. Nous sommes très honorés de recevoir le ministre le plus modernisateur, Thierry Mandon, qui nous fait l'honneur d'introduire cette journée. Merci, mon propos sera très bref. D'abord, je passe sur le plaisir que c'est d'être avec vous ce matin et de travailler à ces questions, de réfléchir plutôt à ces questions pour lesquels on est au début d'une réflexion. Le bouleversement dans l'architecture démocratique qu'induit le numérique. Et donc, ces travaux ont débuté, comme vous le savez, il y a quelques années, maintenant 6 ans, avec la présidence Obama. Et le premier jour de sa nouvelle présidence, ses déclarations sur le gouvernement ouvert. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. Finalement, ce mouvement d'interrogation du fonctionnement démocratique par l'usage massif et systématique des technologies numériques est un mouvement dont, première chose, il faut reconnaître qu'il est né dans le monde anglo-saxon. Il est donc marqué par une culture particulière, la culture des check and balances, c'est-à-dire l'idée finalement que la société devait, par un certain nombre de procédures, d'outils indépendants, voire d'intervention directe des citoyens, équilibrer des pouvoirs qui finalement devaient l'être. Donc la naissance de l'interrogation du fonctionnement démocratique par l'usage des technologies numériques est donc marquée par un contexte historique et j'allais presque dire anthropologique, de sociétés qui sont persuadées qu'un des rôles principaux de la société civile, c'est de contrôler, de bâtir des contre-pouvoirs au pouvoir politique. Tradition tocquevillienne, enfin on ne rentre pas dans la philosophie politique, mais et que le numérique donnait pour la première fois aux citoyens la capacité de rééquilibrer ces forces par rapport au pouvoir politique. Les choses se sont développées, elles ont pris de l'importance. Le gouvernement ouvert est devenu une organisation internationale, l'Open Government Partnership, qui réunit maintenant, je crois, un peu plus de 60 pays, 63 pays sur des bases volontaires qui sont en effet convaincus qu'une revitalisation de la démocratie passe par des nouveaux modes de dialogue avec la société civile, même utilisant largement le numérique. Voilà à peu près où on en est. Il se trouve qu'on a intégré cette organisation, le gouvernement ouvert, il y a peu de temps, il y a un peu plus d'1 an, que les pays qui portent ce projet depuis le début, les Américains, enfin, les États-Unis, l'Angleterre, d'autres pays, ont eu la gentillesse de penser que la France pouvait apporter à cette réflexion, à la fois compte tenu de sa tradition historique, puis compte tenu de son attachement au secteur du numérique, une réflexion un peu différente sur ce qu'est le carrefour entre la démocratie et le numérique. Et donc, ils nous ont confié, je crois que c'est en 2016, pour la fin 2016, la présidence de cette organisation. Et donc, nous faisons un très gros travail préalable à cette responsabilité qu'ils ont bien voulu nous confier. Enfin, la présidence, c'est en fait l'animation, hein, parce que ce n'est pas des présidences très, très autoritaires, bien sûr. Nous faisons un travail sur ce croisement entre démocratie et numérique. Et
que je voudrais vous dire en quelques minutes, très très brièvement, quitte à ce que mon propos soit un peu général, voire généraliste, mais comme ensuite vous allez avoir quelques expériences très concrètes de services nouveaux, l'équilibre de votre table ronde sera trouvé, mais où nous en sommes de notre réflexion. Alors, bon, je pars de ce que chacun d'entre vous connaît, la crise de confiance des citoyens à l'égard de la décision publique, de la vie publique en général. Qu'à mon sens, il faut analyser en grande partie comme une manifestation d'une crise démocratique très profonde qui fait que notre architecture française de démocratie boite. Pour dire les choses simplement, il y a deux procédures aujourd'hui de démocratie. L'une qui s'appelle la démocratie représentative, qui fait que les citoyens délèguent à des représentants une responsabilité qui fait que c'est les représentants qui décident, et une deuxième type de démocratie, démocratie directe, qui fait que sur un certain nombre de sujets, objectivement de plus en plus restreints, et de moins en moins souvent, les citoyens décident, participent eux-mêmes d'un processus de décision. Si aujourd'hui la crise de la démocratie en France est si forte, si la défiance est si forte, indépendamment des problèmes de contenu de politique, je ne rentre pas là-dedans, mais dans l'architecture démocratique, c'est probablement non seulement que la démocratie représentative ne fonctionne pas bien, question de transparence, question d'éthique, question parfois de sérieux des décisions qui sont prises, de vitesse, de contradiction des décisions qui sont prises, de difficultés de mise en œuvre. C'est peut-être aussi parce que la démocratie directe est finalement un outil qui est atrophié, dont on se sert quasiment plus, référendum interdit, il ne peut pas porter sur les sujets de société, or, par définition, c'est sûrement les sujets sur lesquels il serait le plus intéressant de demander l'avis aux citoyens, et même au plan local, quand il y a des initiatives de démocratie directe, elles sont assez ou marginales, ou parfois un peu perverties pour la validation a posteriori de décisions qui sont déjà prises. Donc il y a un dysfonctionnement de démocratie représentative, un dysfonctionnement de démocratie directe, mais il y a surtout, me semble-t-il, le fait que dans une société numérisée, en tout cas qui s'approprie de plus en plus l'usage du numérique, et avec l'usage du numérique, les valeurs du numérique, la vitesse, la personnalisation, les méthodes collaboratives, cette société-là ne peut de toute façon pas durablement se sentir à l'aise avec sa vie publique si celle-ci ne repose que sur les deux piliers précédemment énoncés. Des représentants qui décident et une participation directe à des processus de décision sur tel ou tel dossier. Les aspirations de la société en matière de démocratie font émerger un troisième terrain, une attente très forte qui est ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie collaborative, c'est-à-dire un espace public où les idées circulent, s'enrichissent, les politiques publiques sont interrogées avant que d'être élaborées, certains citoyens veulent contribuer à l'élaboration de ces politiques publiques, parfois les citoyens évaluent l'impact de ces politiques publiques, suggèrent des corrections, bref, émerge un troisième terrain démocratique, encore une fois qu'on pourrait baptiser démocratie collaborative, d'autres l'appellent démocratie continue, de concepts qui me semblent assez voisins, pour lesquels non seulement le numérique est la condition d'émergence, ça émerge parce que l'outil d'expression et de formulation de ces réponses nouvelles, c'est le numérique, mais aussi parce que derrière le numérique peuvent prendre forme des données nouvelles de nos sociétés. Premièrement, l'expertise n'est pas détenue par quelques brillants cerveaux, qu'ils soient au Parlement ou dans les autres administrations, mais l'expertise est partout dans la société. Elle ne demande qu'à être consultée, utilisée, formalisée. Deuxièmement, la vérité n'est nulle part, mais elle est partout. Et c'est donc par les plateformes horizontales, les démarches collaboratives, les idées qui circulent, qui s'enrichissent, qui viennent, que la pâte démocratique s'enrichit. Et puis, troisièmement, ce qui compte, ce n'est pas seulement les idées, mais la façon dont elles s'incarnent dans les décisions. Et ce qui compte, ce n'est pas seulement la façon dont elles s'incarnent dans les décisions, mais la façon dont les décisions sont mises en œuvre. Et donc, il nous semble, et je reviens donc à mon point de départ, que aujourd'hui, une des réponses en France à la question de la crise démocratique, c'est de donner un contenu précis à ce que pourrait être ce troisième pilier
d'une démocratie renouvelée qui serait la démocratie collaborative. Alors, il y a plusieurs sujets. Premièrement, est-ce que la démocratie collaborative, c'est un nouveau terrain démocratique, un terrain de plus, à côté des deux premiers, ou est-ce que c'est un terrain qui permet de revitaliser les procédures de démocratie représentative et les procédures de démocratie directe? Disons les choses autrement, est-ce que cette forme-là de démocratie que le numérique permet est une ressource pour repenser, réformer et remettre sur ses pieds une démocratie représentative qui fonctionnerait bien, ou est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est finalement un nouveau mode de pratique démocratique qui durablement cohabitera avec les procédures de démocratie directe et les procédures de démocratie représentative? Deuxième question, comment concrètement peut s'incarner dans le système de décision et de structuration de notre vie publique cette démocratie collaborative? Quel préalable elle présuppose pour durablement fonctionner? Et donc nous faisons là aussi un travail préparatoire à la présidence que nous assumerons donc fin 2016, autour d'un certain nombre de piliers qui répondent à ces questions. Première idée, la question de la confiance et la question des conditions préalables à la restauration de la confiance. Donc l'exigence de transparence, l'exigence de transparence en matière de vie publique, en matière de vie économique, en matière de dépenses publiques, et tout le travail que peut faire à partir des données qui seraient ouvertes sur l'ensemble de ces plans, en tout cas sur une bonne partie de ces plans, le travail qui pourrait être fait à la société civile, grâce à l'association assez large des organisations, des associations ou des citoyens qui s'intéressent à ces questions. Je prends quelques exemples. On pourrait publier en open data les données essentielles au contrôle de la probité des responsables publics, formation politique comprise d'ailleurs. Le financement aujourd'hui privé des formations politiques, c'est un des secrets les mieux gardés de la République. Finalement, il n'y a aucune raison que ces choses-là soient secrets. Autre exemple, on pourrait tout à fait ouvrir la décision publique à l'évaluation grâce à une traçabilité beaucoup plus grande des processus de décision, de l'élaboration de la loi, des éventuelles personnes, groupes d'intérêt consultés pour la fabrique de la loi, et ainsi rendre le processus de fabrique de cette loi beaucoup plus transparent. Autre exemple, une expérience va être menée prochainement à l'Assemblée nationale, probablement à partir du mois de septembre, sur un texte, on est en train de le choisir précisément, de participation citoyenne directe à la fabrique d'un texte de loi, en l'occurrence la possibilité pour les citoyens de formuler, à partir de la publication de ce texte de loi, des études d'impact, des amendements à ce texte. Ces amendements suivant ensuite un parcours de tri qui serait organisé par l'Assemblée, enfin de présélection, puis seraient examinés dans les commissions chargées de l'examen parlementaire des textes, au même titre que des amendements d'origine parlementaire. On peut aussi, par une beaucoup plus grande ouverture des processus de données, d'évaluation, associer les citoyens à la vie d'un texte après que celui-ci ait été publié. Bref, on peut grandement faire bouger la fabrique de la loi, qui est l'acte suprême de la démocratie, en ouvrant très largement, par les données, par des procédures révisées, la participation des citoyens à ce processus. Ce n'est pas un rêve, c'est en expérimentation, à partir du mois de septembre, et ce sera au cœur de notre agenda de réforme pour le gouvernement ouvert. Nous sommes par ailleurs de la même manière en train de réfléchir et de travailler aux formes de consultation très larges que pourraient prendre les citoyens au processus de la COP 21, mais vous êtes probablement informés, donc toutes les réflexions sur le changement climatique et le développement durable, là aussi, en publiant très largement des données qui existent aujourd'hui, qui sont malheureusement difficiles d'accès, et en créant des processus organisés de points de décision réguliers qui permettraient aux citoyens de s'inscrire dans un calendrier de prédécision construit,
on peut tout à fait très fortement revitaliser le processus démocratique et enrichir la prise de décision de cette participation citoyenne plus forte. Je termine donc ce propos introductif global, à l'inverse de ce que j'ai commencé. J'ai commencé en expliquant que les réflexions démocratie numérique étaient des réflexions qui étaient nées du monde anglo-saxon. Notre modeste ambition, c'est de réeuropéaniser ces réflexions par cette réflexion autour de la démocratie collaborative, puisant les sources intellectuelles de cette réflexion dans ce qu'est notre tradition, notamment la tradition française. Si vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous y verrez un certain nombre d'articles, les 4, 5, 15, qui expliquent très précisément que les citoyens peuvent par eux-mêmes participer à la fabrication de la loi, ou par leurs représentants, mais par eux-mêmes, qu'ils ont la capacité et presque le devoir de demander des comptes à ceux qui agissent en leur nom. Bref, qu'il y a dans les textes révolutionnaires de la Révolution française un certain nombre de bases idéologiques qui légitiment désormais, via le numérique, l'interrogation permanente des citoyens vis-à-vis de ceux et de celles qui font des politiques, mais aussi la capacité que les citoyens ont eux-mêmes à participer à cette élaboration. Si vous, plus récemment, vous vous intéressez à des textes, certes un peu arides, mais absolument passionnants, allemands, je pense notamment à Habermas et tous les différents textes qu'il a pu écrire sur l'espace public, l'agir communicationnel, je crois que c'est à peu près ça, comme ça qu'il dit. Et donc l'émergence, à côté des formes classiques de la démocratie, d'un nouvel espace qui est un espace de revitalisation démocratique. Là aussi, on trouve des bases idéologiques très fortes pour renouveler puissamment la réflexion sur la démocratie et rendre au numérique, aux possibilités qu'il offre aux citoyens, la capacité puissante de transformation de notre vie publique, qui peut être à terme la solution pour restaurer la confiance et l'efficacité des décisions publiques. Merci.